Étape de Kidal pour la mission parlementaire dans le nord du pays. Les députés sont venus s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut sur le terrain et constater l'état d'exécution des textes législatifs régissant la sécurité des personnes et de leurs biens. Les opérations d'inscription de radiation et de correction des listes électorales se poursuivent jusqu'au 20 novembre prochain. Après les communes 2, 3 et 5 du district, notre équipe de reportage s'est rendue hier dans les communes 1, 4 et 6 pour voir l'évolution des opérations. Zaliatou Maïga est la plus belle fille du district de Bamako. Rokia Kamara est la plus belle malienne de France. Les deux Miss représenteront la ville des Trois Caïmans et la diaspora malienne de France à la finale de la New RTM, prévue le 3 décembre prochain. Nous recevons sur ce plateau le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, Boubacar Sow. Avec lui, nous ferons le point de la révision des listes électorales qui se poursuit. Bonsoir, monsieur Sow. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Après Gao, c'est Kidal qui a reçu la délégation des députés en visite au nord du pays. En 8e région, la mission parlementaire est venue s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut sur le terrain et constater l'état d'exécution des textes législatifs régissant la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est dans ce cadre que les 15 parlementaires ont rencontré à Kidal les acteurs de la région pour échanger sur les conditions des revenants de la Libye. Le reportage de ORTM Kidal avec Fousseni Tunkara. Nous sommes venus nous enquérir de la situation sécuritaire à Kidal en écoutant tous les acteurs concernés par la question des revenants libyens et voir si les textes que nous votons sont correctement appliqués sur le terrain. Ce sont les termes introductifs de l'honorable député Baba Aïdra à la rencontre entre les 15 parlementaires et la population de Kidal. Rencontre au cours de laquelle le gouverneur de la région de Kidal a présenté les actions entreprises par la région pour une meilleure insertion des revenants de la Libye. Une commission régionale de contrôle et de suivi des mouvements de population liés aux crises dans les pays du Maghreb a été créée. Les objectifs assignés à la commission régionale sont préserver la cohésion sociale et la stabilité dans la région, créer les conditions favorables à une gestion apaisée de la crise liée au retour des combattants de Libye. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur la sécurité dans la région, les activités du PSPSDN et le retour de nos compatriotes établis en Libye. L'information a été donnée, mais la véritable, la réelle, c'est l'objet de notre mission, c'est aller à eux. Les recommandations sont faites, nous allons aller sur le terrain pour les rencontrer, discuter avec eux, parler avec eux. Cette première sortie des parlementaires à Kidal via Gao répond à la mission de la cellule de crise mise en place par l'Assemblée nationale. La cellule de crise est une cellule ponctuelle, créée uniquement pour la gestion du problème actuel, pour circonscrire, trouver des solutions par le dialogue. La mission des 15 parlementaires à Kidal a été précédée de plusieurs rencontres. D'abord auprès des plus hautes autorités de notre pays, ensuite à Gao où ils ont rencontré les autorités administratives et les notables. En prélude au congrès de la communauté arabe qui aura lieu le 15 janvier dans la commune de Salam, une rencontre de cadres de l'UE élargie à des chefs de fraction ainsi que des notabilités de cette communauté s'est tenue vendredi et samedi à Gossi, dans la 6e région. Objectif, convenir des modalités de tenue du prochain congrès. Aussi, la consolidation de la paix au nord du pays n'a pas échappé au débat. Envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diara et Moulay Sidibi. Renforcer la cohésion sociale tout en consolidant la paix et l'unité nationale, voilà le cri de cœur de la communauté arabe qui a initié une rencontre de prise de contact et d'échange à Gossi. Ils sont élus municipaux, cadres opérateurs économiques, chefs de fraction, leaders d'opinion et notables à prendre part à cette rencontre pour parler non seulement des modalités de la tenue de leur prochain congrès dans la commune de Salam, mais aussi de tout ce qui peut porter préjudice à la sécurité dans le septentrion de notre pays. Je voudrais dire à nos frères Touareg, à nos frères Soraï, à nos frères Peul, à nos frères Bamana, à nos frères Dogon, nos cousins, que nous sommes fiers d'être avec eux et qu'ils peuvent continuer à bénéficier de notre confiance. Notre disponibilité est acquise pour la paix, pour la fraternité
et pour l'amitié. L'histoire nous a liés par les mariages, par les pactes, par les alliances, par la géographie. C'est une chance pour nous. Quand je dis nous, il s'agit de tous qui habitent cette contrée, ce pays-là. Cette chance, nous devons tous la prendre entre nos deux mains. Chacun de nous est responsable de pérenniser cette chance. Ne doutant pas de l'élan patriotique de la communauté arabe, le président du conseil des cercles de Rarousse et le maire de la commune rurale de Gossi ont fait savoir que les autres communautés de leur contrée soutiendront les Arabes dans leurs actions pour que cette partie de notre pays retrouve la quiétude, la paix, la sécurité, gage de tout développement. Nous, communauté Imran du Mali, partageons avec vous les mêmes objectifs qui sont l'unité nationale, la paix, la cohésion sociale, gage de toute tranquillité et de tout développement. La communauté arabe est nourrie d'une audace dont toutes les communautés bénéficient. Nous ne pouvons que les soutenir. Je demeure convaincu que la communauté arabe du Mali, si bien organisée, pourra peser de tout son poids dans la recherche de la paix et de la tranquillité dans notre pays. J'ose affirmer que toutes les communautés de ma commune partagent votre souci et prie pour la réussite totale de cette rencontre. Après 2 jours de travaux, la rencontre lance un appel aux leaders communautaires du Nord à poursuivre et à consolider le dialogue social. Chacun d'entre nous détient une partie de ce Mali. Chacun a une parcelle de cette souveraineté nationale. Et chacun de nous doit tout faire pour préserver cette parcelle de souveraineté que chacun a l'obligation d'assumer. Ce n'est pas une affaire des autorités, c'est une affaire de chacun. Les participants invitent la plus haute autorité du Mali à prendre urgemment des mesures idoines pour assurer la sécurité de toutes les populations et de leurs biens. Quant à la question sécuritaire, les participants à la rencontre de Gossi invitent également les parties prenantes au respect strict de tous les engagements. Ils ont félicité le président de la République pour l'accueil que notre pays a réservé à nos compatriotes revenus de Libye et le dialogue à travers des missions en vue de leur insertion socio-économique. Le président de la République lance demain la rentrée de la formation professionnelle 2011 à Djoliba. Madou Toumani Touré inaugurera également le centre de formation professionnelle de la localité, le tout pour faire de la formation professionnelle un véritable outil de développement de notre pays. En prélude à l'événement, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle fait le point de ce vaste programme dans une déclaration dont voici un extrait, propos recueillis par Nando Dambélé. Nous avons retenu de faire cette année de la prochaine rentrée de la formation professionnelle le point de départ de ce renouveau. Une date sera désormais retenue pour la rentrée de la formation professionnelle, à l'instar des rentrées des autres secteurs du système éducatif national. La date du 14 novembre 2011 a été choisie cette année comme date officielle de la rentrée de la formation professionnelle. Il s'agit de changer radicalement la perception de la formation professionnelle au sein de notre population et de lancer enfin une stratégie globale de promotion des métiers dans notre pays. Pour la présente rentrée de la formation professionnelle, 3 dispositifs de formation sont concernés pour accueillir environ 10 000 jeunes. Il s'agit de la formation par apprentissage de type dual, de la formation modulaire qualifiante pour les déscolarisés et les néo-alphabètes, la formation tutoriale pour les jeunes chômeurs sans qualification. La 36e conférence générale de l'UNESCO a pris fin sur fond d'une crise de trésorerie, une situation occasionnée par le gel des contributions américaines du budget de l'organisation onusienne. Pour sortir de la crise, la directrice générale appelle à un fonds d'urgence multidonateur, appel qui a reçu un élan de solidarité sans précédent de diverses organisations à travers le monde. Depuis Paris, le compte-rendu de Makamfin Konati. Le gel des contributions américaines occasionne un manque à gagner de 65 millions de dollars à l'UNESCO en 2011,
653 millions en 2012-2013. Pour compenser le déficit de trésorerie, la directrice générale a lancé un fonds d'urgence multidonateur. Plusieurs États membres et organisations de la société civile ont manifesté leur soutien à ce fonds. Parmi ces États, le Mali, par la voix de Adama Samasekou, président du Comité international pour les sciences humaines et la philosophie. C'est le temps de l'unité. C'est le temps pour nous de tirer tous ensemble. Nous sommes convaincus, malgré la gravité de la situation et les incertitudes qui demeurent, qu'ensemble nous trouverons les voies les meilleures de conserver à cette vénérable institution son rôle unique de conscience de la communauté internationale et de gardienne ultime de la paix dans le monde. Le Mali est donc très sensible au message courageux, historique et de dignité que vous nous lancez. En ce qui concerne nos obligations statutaires, notre pays a déjà payé une partie de sa contribution pour 2012. Et en attendant de rendre compte à nos plus hautes autorités de la situation que traverse l'UNESCO aujourd'hui, nous nous engageons à faire accélérer la libération du reliquat de notre contribution pour 2012. Quant à la résolution proposée, le Mali, bien sûr, la soutient fermement, en particulier le paragraphe 7 dans lequel il se reconnaît pleinement. Nouveau membre du Conseil exécutif, mon pays se réjouit de la perspective de développer un partenariat dynamique avec vous, Madame la Directrice Générale. Dans cette perspective, vous pouvez compter sur le soutien intellectuel et moral du Mali. Les États-Unis ont suspendu leur contribution financière suite à l'admission de la Palestine à l'UNESCO le 31 octobre dernier. Cette mesure pourrait avoir comme conséquence immédiate la suspension de certains programmes de l'UNESCO en cours de réalisation pour manque de financement. La première phase de révision des listes électorales a pris fin le 31 octobre dernier, mais vu l'engouement des citoyens les derniers jours de l'opération, le gouvernement a décidé de rallonger le délai d'inscription, de radiation et de correction des listes électorales jusqu'au 20 novembre prochain. Après les communes 2, 3, 5 du district de Bamako, notre équipe de reportage s'est rendue ce samedi dans les communes 1, 6 et 4 pour voir l'évolution des opérations. Voyons les constats qui se dégagent avec Sidiki Dambélé. C'est pour donner plus de chance au maximum des citoyens que le gouvernement a décidé de proroger les délais d'inscription, des réclamations, des radiations et des corrections des listes électorales jusqu'au 20 novembre prochain. Pour cela, les commissions administratives de révision doivent siéger tous les jours de 8h à 15h. En commune 1 ce samedi, la grande salle qui accueille les 39 membres de la commission était bien animée. Le travail bat son plein et le bilan à mi-parcours est appréciable. Nous avons inscrit au total 10 274 personnes, dont 5 576 enfants de 1994. Les Maliens laissés au départ, on avait des problèmes, mais à l'arrivée du ministre, nous avons exposé le problème. Effectivement, ça a été solutionné. Et la DG a conçu un document pour eux qui nous permet de les prendre. Je sais que les gens vont entendre la dernière minute. Ce n'est pas la bonne solution. Qu'ils viennent à temps et qu'on les prenne en charge. La prolongation du délai d'inscription a été vivement saluée par les retardataires qui se mettent ainsi à jour. Devoir citoyen oblige. L'élection présidentielle et l'élection député, donc si tu n'as pas de carte, on dirait que tu n'as rien, tu ne peux pas voter, tu vas prendre ton choix pour voter quoi. C'était l'appel à lancer pour tout Malien, Malienne de venir vraiment au niveau de la mairie, voir si leur nom figure sur la liste électorale et en contrepartie de s'inscrire. Si Abdoulaye a le sourire aux lèvres car convaincu qu'il pourra voter en 2012, tel n'est pas le cas pour Magalou en commune 4 du district. Il voulait profiter de ce week-end pour se mettre à jour, mais peine perdue. Les membres de la commission n'étaient pas au rendez-vous. Aucune note d'explication. J'étais venu pour m'inscrire sur la liste électorale. C'était pour ça. Et je suis venu trouver qu'ils n'ont pas travaillé aujourd'hui. Tout le monde veut montrer sa citoyenneté. Donc si tu veux être un bon citoyen, il faut commencer d'abord par la liste électorale et vérifier si toutefois si ton nom est dedans ou pas. Donc ensuite, vous allez voir le reste après. Même peine de désolation à la mairie de Magnambougou en commune 6 du district. Sur place, nous avons trouvé un seul membre de la commission administrative de révision venu dit-il par hasard et il se défend. Nous avons passé tout le mois d'octobre
On travaille les samedis et même les dimanches. Et le 31, le dernier dimanche, nous avons travaillé jusqu'à 20h. C'était pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir venir se faire recenser. Donc nous avons jugé que dans ce mois-ci, il n'y a que des réclamations. Donc la finance n'était pas ça, donc nous avons jugé ne pas venir nous asseoir ici pour travailler. Généralement, les gens attendent les derniers jours pour venir. Donc depuis que les gens ont entendu qu'il y a eu 20 jours, ils ont baissé le bras. Donc ils vont attendre peut-être le 18, le 20 pour venir en nombre. Sinon maintenant vraiment les gens ils ont un peu temporisé. En tout cas, il ne reste plus que 8 jours pour accomplir son devoir citoyen et prétendre voter en 2012. Les textes sont clairs, les titulaires des cartes non retirées doivent s'inscrire sur le tableau de mise à jour, sinon à la fin de l'opération, le 20 novembre prochain, ils seront purement et simplement radiés des listes électorales. Et voilà ce qui nous conduit directement à notre invité, M. Boubacar Sow, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales. Nous venons de suivre ensemble ce reportage. Avez-vous un petit commentaire là-dessus? Je pense que le commentaire qui a été fait pour les communes visitées reflète un peu la situation d'ensemble dans les communes et aussi dans les ambassades et consulats du Mali. En réalité, passé la première semaine du mois d'octobre, il y a eu un très fort engouement des populations à venir se faire recenser d'abord et se faire inscrire sur la liste électorale par la suite. Et les gens sont venus en assez grand nombre pour venir vérifier la présence de leur nom sur la liste des cartes d'électeurs non distribuées pour confirmer leur existence de manière à ce qu'ils soient radiés après le délai imparti. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre, il y a eu quand même un léger fléchissement. Effectivement, il y a eu un ralentissement dans le fonctionnement des commissions administratives, les populations ne venant plus en très grand nombre. Et cela, comme le membre de la commission administrative l'a dit, est préjudiciable à la fin des travaux. Parce que, en fait, si on a décidé de poursuivre les opérations d'inscription et de radiation jusqu'au 20 novembre, en réalité, c'est en conformité avec une disposition de la loi électorale qui dit que les inscriptions en radiation peuvent se faire d'office par la commission administrative entre le 1er et le 31 octobre, mais entre le 1er et le 20 novembre, les opérations d'inscription et de radiation peuvent se poursuivre sur la base de réclamation. Donc en fait, c'est ce temps qui a été mis à profit également pour que les opérations puissent se poursuivre, inscription et radiation sur une demande, mais également vérification de la liste des cartes d'électeurs non distribuées et vérification de tous les documents, la fiche d'affectation au bureau de vote, ainsi de suite. Donc il est important à ce niveau que les citoyens comprennent qu'ils n'ont pas intérêt à attendre les derniers jours, parce que cette phase du 1er au 20 novembre est une phase qui est un peu lente dans l'exécution, parce qu'elle implique que les commissions administratives utilisent les registres de réclamation pour chaque citoyen qui vient se faire recenser, ainsi de suite. La procédure est un peu plus lourde qu'entre le 1er et le 31 octobre. Donc de la lourdeur de la procédure, quand on ajoute ça à l'affluence prévisible des tout derniers jours, il risque d'y avoir un engorgement qui va être préjudiciable à la bonne réalisation de l'ensemble du travail prévu avant le 20 novembre. Mais vous êtes conforté dans cette décision de rallongement. Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce que les gens se mobilisent? Bon, il y a un léger fléchissement, effectivement, comme le membre de la commission administrative l'a dit. C'est une pratique courante que les gens attendent les 2 derniers jours pour dire bon, on peut se lever pour venir faire. Mais les 2 derniers jours, pour Bamako par exemple, imaginez, à Bamako, nous avons près de 600 000 cartes d'électeurs non distribuées. Pour 6 communes, si les citoyens attendent le dernier moment, il va sans dire que les commissions administratives seront littéralement débordées et ne pourront pas faire face à cette situation-là. Donc, passé le 20 novembre, on ne peut plus rien faire légalement parce que on évolue dans un contexte sous la supervision de la CENI, mais on est dans un contexte où on doit respecter aussi scrupuleusement les dispositions de la loi électorale. Donc, les citoyens n'ont pas à attendre du tout demain ou après-demain, ils doivent venir tous les jours. Il est important aussi que les commissions administratives tiennent compte de cette situation, que les samedis et les dimanches soient mis à profit pour continuer le travail. Je pense que dans une situation de centre urbain... J'allais vous poser la question sur l'absence de membres de commission. Quelle explication vous donnez à cela? Bon, en fait, les membres de la commission administrative, on leur a donné un jour de repos hebdomadaire. C'est quel jour de la semaine? Bien, ça c'est au niveau local que cela est décidé. Mais pour une ville comme Bamako par exemple,
effectivement, il serait plus approprié que ce jour, la semaine de repos des membres de la commission, soit un jour ouvrable. Parce que la population étant salariée en grande partie, et même ceux qui ne sont pas salariés, les lieux de résidence sont assez distants des lieux d'exercice de leurs activités professionnelles. Donc les jours non ouvrables sont plus indiqués, par exemple à Bamako, pour les citoyens pour se mobiliser pour faire face à cette situation. Donc je pense qu'à Bamako, il y a quelques petits problèmes d'ajustement à apporter. D'abord que les jours non ouvrables, que les commissions administratives puissent poursuivre le travail, mais également même les horaires doivent être modulés à Bamako. À 15 h arrêtés à Bamako pendant que tout le monde est encore sur les lieux d'exercice de leur profession. Ceci peut également être une source de difficulté. Je pense qu'ils peuvent commencer à Bamako à 9 h ou 10 h, poursuivre le travail jusqu'à 18 h, pour que les gens aient le temps de quitter les lieux d'exercice de leur profession, venir accomplir ces formalités-là avant de rentrer à la maison. Mais après ce rallongement, est-ce que ça augure la tenue de bonnes élections? Je pense qu'il y a dans ce dispositif-là un consensus qui a été dégagé entre les partis politiques, le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales et la société civile pour définir les conditions de réalisation du fichier électoral consensuel. L'information étant donnée à tous les citoyens doivent se mobiliser en conséquence pour jouer leur partition, pour ainsi dire. Maintenant, après le 20 novembre, celui qui ne sera pas inscrit sur la liste électorale, je pense qu'il n'aura plus qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Il n'y a pas de solution pour cette personne? Absolument plus. Faites-nous donc juste un point rapide de la situation de la révision électorale. Vous avez prolongé du 31 du mois passé au 20 novembre. Quel appel lancez-vous à la population? Je pense que l'appel d'abord c'est aux citoyens qui sont les premiers concernés. Et le droit de vote est le socle sur lequel repose la démocratie. Nous sommes sortis d'une situation il y a une vingtaine d'années dans laquelle plus personne ne souhaite que nous revenions. Et pour cela, justement, il faut que chaque citoyen joue son rôle dans le choix de ceux-là qui sont appelés à nous diriger, plutôt que de s'en prendre à eux dans l'exercice de leurs fonctions pour la manière dont ils auront servi. Parce qu'ils auraient pu influencer le choix avant d'être devant le fait accompli. Et là, ils ont un délai pour le faire. Ils ne doivent pas attendre le dernier jour. Qu'ils n'attendent pas le 20 novembre pour venir régler ce problème-là. Tous les jours qui passent sont importants. Il y a une situation d'urgence maintenant à régler. Les partis politiques, effectivement, sont le gros pilier, en fait, dans la constitution des commissions de révision des listes électorales. Ils constituent les 3/4, quelquefois, des membres de la commission. Une mobilisation au niveau des partis politiques est souhaitable. Elle a été effective dans les tout premiers jours, mais il y a également de ce côté-là un léger fléchissement. Et la société civile a son rôle à jouer également dans la mobilisation des citoyens pour venir s'inscrire sur les listes électorales, faire les réclamations nécessaires dans le délai imparti. Les membres des commissions administratives également, il y a également quelques petits problèmes d'organisation, on l'a évoqué tout de suite en partie, mais également à côté des commissions, il y a des assistants qui ont été placés administratifs pour aider les citoyens qui viennent et les membres de la commission eux-mêmes à régler plus rapidement certaines questions. Il y a des informaticiens qui ont été placés également là pour aider les citoyens à retrouver leur nom sur les listes électorales de la commune. Donc que ce dispositif-là soit pleinement mis à contribution pour que le travail puisse avancer assez efficacement. Sinon, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le taux de cartes non distribuées pour lesquelles les gens se sont signalés reste dans l'ensemble assez faible, surtout dans le district de Bamako. Parce que le district de Bamako, à lui seul, compte le tiers des cartes d'électeurs non distribuées sur l'ensemble du territoire et dans les ambassades et consulats, à peu près 600 000 sur 1,6 million. Merci, M. Sow. C'était donc le secrétaire général du ministère de l'Administration territoriale et des collectivités locales sur la question de la révision des listes électorales qui se poursuit d'ailleurs jusqu'au 20 novembre prochain. Je ne suis ni candidat des Tamashek, ni celui des Arabes, ni encore moins le candidat du Nord. Ces propos sont de Acherif Ag Mohamed, candidat à l'élection présidentielle du 29 avril prochain, déclaration faite au cours du lancement de l'Union nationale pour le travail et le développement. Le reportage de Alpha Maïga. Grande a été la mobilisation de ce jour samedi 12 novembre 2011 par l'Union nationale pour le travail et le développement.
Il s'agissait pour les organisateurs de procéder au lancement des activités du mouvement et de procéder au choix de l'homme ou de la femme qui défendra les couleurs du mouvement pour l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 29 avril prochain. Nous, membres, adhérents, sympathisants de l'UNTD, de proposer M. Acherif Ag Mohamed de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Ainsi dit, le futur candidat à l'élection présidentielle s'est dit prêt. Je me présente donc au nom de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, épris de paix et de justice. Acherif Ag Mohamed, candidat à l'élection présidentielle, a saisi l'occasion pour définir ses ambitions pour le Mali. Ambitions qui s'articulent autour de quelques priorités nationales et internationales. Premièrement, je placerai l'unité nationale au cœur de mon projet. Deuxièmement, je mettrai en priorité tout en œuvre pour l'amélioration significative des conditions de vie des plus démunis. Occasion pour plusieurs invités d'adresser des messages d'encouragement aux futurs candidats. Après les communes rurales de Niamina, Tougouni et Sirakorola, la Fédération des sections parrainantes de Koulikoro a choisi la commune rurale de Koula le samedi dernier pour abriter sa 4e conférence statutaire. Objectif, échanger avec les militants et sympathisants à la base sur leurs préoccupations et la vie du parti en vue des élections de 2012. Agibou Koulibaly, compte rendu. Le Parti pour la Renaissance nationale parrainant compte 174 conseillers au niveau de la 2e région, 21 dans le seul cercle de Koulikoro, dont un maire dans la commune rurale de Koula. C'est pourquoi la Fédération des sections parrainantes du cercle de Koulikoro a choisi Koula pour abriter la 4e conférence statutaire tournante dont le thème est « Inscription sur les listes électorales ». Une manière pour perpétuer les idéaux du parti à la base. Vous savez que nous sommes à l'approche de 2012, donc c'est les échéances électorales qui vont commencer sous peu. Donc pour préparer ces échéances, donc il fallait vraiment échanger avec les militants par rapport à l'enlèvement des cartes, qui est un acte de citoyenneté très fort. Les délégués venus des 9 sections pour la conférence ont évoqué certaines préoccupations, entre autres la participation du parti aux échéances électorales, les alliances avec d'autres partis politiques. Au cours de la rencontre de Koula, le premier vice-président du Parti pour la Renaissance nationale a remercié la présidente de la Fédération des sections parrainantes de Koulikoro pour les efforts qu'elle a déployés et a exhorté les militants parrainants de resserrer les coudes pour mieux asseoir le parti en 2e région. Il est de coutume que la direction du parti vienne sur le terrain pour suivre les actions du parti, les activités des communes. C'est en fait une réunion d'échange. Une réunion d'échange d'expérience, une réunion pour évoquer nos difficultés. Rendez-vous est donc pris pour le 7 janvier 2012 pour la prochaine conférence statutaire dans la commune rurale de Dinandougou. Le Mali sera bientôt doté d'une école de formation des officiers supérieurs de l'armée dénommée Sciences Po Mali. Cette école aura pour mission d'assurer la formation de ses officiers en géostratégie. Pour plus de précision, nous vous proposons d'écouter le directeur de Sciences Po Aix-en-Provence, Christian Duval. Il est interrogé par Abdrahman Meiga. La journée mondiale est la plus grande campagne organisée par le monde entier. Elle a pour but d'éveiller la conscience du public aux causes, symptômes, traitements associés à cette condition. Depuis 1991, cette journée a été décrétée par l'Organisation mondiale de la santé en complicité avec la Fédération internationale du diabète. Et la date du 14 novembre est une date anniversaire de Frédéric Bantoum, qui est le concepteur de l'idée qui a débouché à la découverte de l'insuline en 1922. Chaque année, il y a un thème qui est fixé par la Fédération internationale du diabète. Mais il y a 2 ans,
la fédération a donné comme thème la sensibilisation de la population. Parce que vous savez qu'une population qui est sensibilisée, qui est éduquée, prend soin de tout ce qu'elle fait dans la vie. Donc cette année, pour que nous ayons vraiment une bonne vision, pour qu'il y ait une bonne sensibilisation du public, on a décidé de faire d'abord une marche encadrée par la fanfare nationale et la police. Donc ça, c'est pour attirer l'attention de la population de Bamako sur les enjeux de cette maladie. Après cette marche, il y aura un dépistage gratuit. Ce dépistage gratuit sera organisé au centre de lutte contre le diabète dans la cour du service d'hygiène à partir de 7h30 jusqu'à 9h. Et ensuite, il y aura une conférence de débat sur la maladie. C'était plutôt le vice-président de l'association malienne de lutte contre le diabète, Adama Moussa Diallo, qui nous donnait ici quelques précisions sur la journée internationale célébrée demain, la journée internationale dédiée au diabète. Donc, c'était aussi au micro de Abdrahman Mega. Fin des travaux de la rencontre sous-régionale sur l'infertilité et le syndrome des ovaires polykystiques, une pathologie souvent à l'origine de l'infertilité chez la femme, organisée par le groupe interafricain d'études de recherche et d'application sur la fertilité et ses partenaires. Cet atelier a permis aux praticiens de santé d'échanger sur la physiopathologie, le diagnostic et les complications de ce syndrome. Les 2 jours de travaux ont également servi de cadre pour les participants de s'imprégner des nouvelles techniques d'examen de la cavité utérine et des azospermies. Pour plus de précisions sur cette rencontre sous-régionale, suivons cet entretien avec le président du comité d'organisation de l'atelier au Mali, Dr Djedji Kabadiakite, au micro de Ramata Konate. Le thème unique d'abord, le syndrome des ovaires polykystiques et l'infertilité, est un thème d'actualité, puisqu'il touche 10 à 12% des couples infertiles et 70% des cas d'anovulation chez les femmes. Alors, les spécialistes venus de la France, d'Afrique et d'autres pays ont confronté leur riche expérience pour décortiquer à fond ce syndrome-là qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Alors, le premier jour, tout s'était passé autour de ce syndrome-là. Alors, le deuxième jour, nous avons décidé d'organiser des ateliers en parallèle, des ateliers fort intéressants qui concernaient la pratique de l'hysteroscopie, qui est devenue au fil des années un examen incontournable pour le diagnostic de certaines pathologies gynécologiques. Et enfin, l'azospermie. L'azospermie, dont la prise en charge a donné la chance à beaucoup d'hommes infertiles qui, de par le passé, croyaient qu'un sort leur était jeté, puisque nous ne pouvons plus faire d'enfants. Alors, avec ces nouvelles techniques, l'espoir est permis. Le syndrome des ovaires polykystiques, que faut-il pour traiter cette pathologie? Ce syndrome étant complexe, il y a une nécessité quand même de codifier le traitement. Et le traitement va souvent par la prise en charge diététique, parce qu'on a remarqué que les femmes obèses sont beaucoup plus exposées à ce syndrome-là. Donc ces femmes obèses, on leur recommande d'abord de perdre du poids, et en perdant du poids, certaines déjà peuvent avoir leur solution de traitement. En deuxième intention, le citrate de clomiphène, une molécule qui est assez connue, qui est assez répandue, qui peut être utilisée pour résoudre le problème d'infertilité. Et en troisième instance maintenant, il y a les techniques d'assistance médicale à la procréation qui ont vu leur jour en Afrique, notamment l'insémination intra-utérine, la fécondation in vitro simple ou la fécondation in vitro avec micro-injection. Ça permet de donner la chance aux couples infertiles. Je vous l'annonçais il y a quelques instants, le Mali bientôt doté d'une école de formation des officiers supérieurs de l'armée dénommée Sciences Po Mali. Cette école aura pour mission d'assurer la formation d'officiers en géostratégie. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter le directeur de Sciences Po Aix-en-Provence, Christian Duval. Il est interrogé par notre reporter Abdrahman Mega. C'est en France une grande école,
c'est-à-dire une école à l'entrée sélective, c'est-à-dire un concours d'entrée avec un développement à l'international et un cursus de 5 années. Et ce sont des études qu'on dit pluridisciplinaires, c'est-à-dire donc on appréhende un peu la généralité des phénomènes de gouvernance économique, politique, culturelle, etc. Pourquoi une telle école au Mali? Du coup, on souhaitait effectivement, nous, dans notre développement international, dans l'idée de francophonie et de développement de partenariats à l'international, le Mali, pour nous, était un pays extrêmement intéressant. Il se passe plein de choses au Mali, du point de vue géopolitique, du point de vue économique, du point de vue politique. Enfin, l'exemple démocratique nous paraît extrêmement intéressant. Où l'idée était de nous rapprocher, au fond, de ce pays essentiel pour l'Afrique occidentale. Et donc, avec des rencontres d'hommes, d'amitié, s'est développé un partenariat qui va aboutir à la création de Sciences Po Mali. L'idée, bien évidemment, au départ, n'est pas de faire le même Sciences Po qu'en France, mais de faire en sorte que la même analyse de la complexité, la même intelligence de la complexité puisse réunir nos deux écoles. Et on va commencer par quelque chose dans la politique à petits pas. On va commencer par une chose précise, c'est un master de géopolitique. Comment se fera la formation surtout? Alors, la formation, elle va durer 1 année. Il s'agit là d'un Master 2, donc une 5e année, qui s'adresse à des officiers supérieurs. Et il s'agit de comprendre l'ensemble des forces qui permettent d'analyser les éléments de conflit, les éléments culturels, interculturels ou politiques, éventuellement les menaces qui pèsent sur un ensemble ou un sous-ensemble, y compris là, à partir du Mali, sur l'ensemble de la région, de la sous-région Afrique occidentale. Il y a toujours un cours un peu liminaire, un cours un peu théorique qui s'appelle Histoire militaire comparée. Alors c'est sûr un cours de géostratégie et de géopolitique, et puis on aura un cours également, enfin des enseignements d'intelligence économique, et également la rédaction bien sûr d'un travail écrit qui permettra de sanctionner le diplôme en quelque sorte, et ce travail écrit pour nous constituera les premiers éléments effectivement de cette veille géostratégique que nous voulons mettre en place avec nos partenaires maliens. Les travaux du premier congrès ordinaire de la Fédération africaine des unions et associations des jeunes avocats ont pris fin dans notre capitale. 4 jours durant, les jeunes avocats venus d'Afrique et d'Europe ont planché sur plusieurs thèmes, comme la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession et le droit d'ingérence humanitaire. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Le reportage de Adama Tangara. Il s'agissait pour les jeunes avocats de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats, FOJA, à ce premier congrès ordinaire, de discuter et d'échanger sur plusieurs thèmes d'actualité intéressant les jeunes avocats des pays d'Afrique et d'Europe. Les centaines d'avocats ont donc planché sur des thèmes comme la cybercriminalité, la protection de l'avocat dans l'exercice de sa fonction, le droit d'ingérence humanitaire, la technique de l'arbitrage, entre autres. Au terme de 4 jours de travaux, ils ont abouti à des recommandations parmi lesquelles plaidoyer au niveau des barreaux respectifs pour la formation et l'accompagnement des jeunes avocats. À l'issue des travaux, les jeunes avocats ont mis en place un bureau de 10 membres dirigé par Maître Nadia Kamara du Mali qui remplace Maître Antoine Mbeng du Sénégal désigné président d'honneur. Vous savez que l'Afrique est sectarisée de par la langue d'abord. Donc le premier défi qui s'impose à nous, c'est d'approcher nos confrères anglophones, lusophones, hispanophones pour leur adhésion massive, autant que le confrère francophone. C'est le tout premier défi. Et le second défi qui s'avère important à nos yeux, c'est celui même de la représentativité de la fédération au sein des gouvernements, au sein même de l'Union africaine. Et nous avons évoqué lors de notre assemblée, et ce sera l'un des premiers défis à mener, d'avoir le statut d'observateur auprès des organisations internationales. Il faut rappeler que la mission, la vocation de la FOJA, la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats, est de permettre aux concitoyens d'être confortés au quotidien dans leur appartenance à l'état de droit que les gouvernants s'attellent à construire. Le Bureau international catholique pour l'enfance a désormais son répondant au Mali. Le tout nouveau Bureau national catholique pour l'enfance a été porté sur les fonds baptismaux hier à l'issue de l'Assemblée constitutive de l'organisation. C'était en présence du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et du président du Bureau international catholique pour l'enfance, Nando Dambélé, compte rendu.
Ils sont désormais 9 hommes et femmes avec à leur tête Abraham Bengali pour guider les pas du tout nouveau bureau national catholique pour l'enfance au Mali pour 5 ans. Loin d'être une structure de trop, le bureau national catholique pour l'enfance se veut une nouvelle dynamique pour poursuivre l'action entreprise en faveur des enfants maliens depuis 1995 par le Bureau international catholique pour l'enfance. La défense des principes et valeurs tels que l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect de sa dignité sont au cœur de l'engagement du Bureau national catholique de l'enfance qui veut travailler au service de tous les enfants sans distinction aucune. L'initiative est vivement saluée ici par les responsables du Bureau international catholique pour l'enfance et les autorités maliennes en charge de la protection et de la promotion de l'enfant. J'associe aussi à mes remerciements tous les personnels du BICE, les personnels maliens du BICE, le coordinateur national et tous les personnels qui ont assuré depuis 1995 un magnifique travail du BICE en fait au Mali. Ce nouvel engagement basé sur le renforcement des capacités des structures nationales afin qu'elles prennent elles-mêmes en charge les défis qui s'opposent à l'enfance est à saluer et à encourager. Les femmes et les hommes qui constituent le Bureau national catholique pour l'enfance sont convaincus que la mobilisation de la communauté est indispensable pour le respect de la défense et l'efficacité des droits humains fondamentaux des enfants. L'Agence pour le développement durable de Yélimane, ADI, vient de tenir la 9e session de son conseil d'administration. Les administrateurs ont adopté le programme d'activité, le projet de budget 2012, un budget qui s'élève à plus de 436 millions de francs CFA. Ils ont formulé une série de recommandations dont la poursuite de la riziculture et la réalisation de nouveaux aménagements hydro-agricoles de Yélimane, la correspondance de Noumou Kontara. Les administrateurs de l'ADI ont pendant plus de 9 heures d'horloge échangé sur 3 principaux points inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du rapport provisoire d'activité 2011, l'adoption du budget rectificatif de l'exercice 2011 et enfin l'adoption du budget primitif 2012. Des débats francs et fructueux ont débouché sur l'adoption de ces différents points. Ainsi, le budget rectificatif de l'exercice 2011 s'élevait en recettes et en dépenses à la somme de 234 224 758 francs CFA contre 322 418 935 francs CFA initialement prévus. Quant au budget primitif 2012, il se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 436 709 476 francs CFA. Nous venons d'adopter le projet de budget 2012 du PADI, mais nous aurons beaucoup de difficultés à exécuter ce projet, car nous n'avons pas encore trouvé de partenaires techniques et financiers pour financer les aménagements à Wotokoro, Sangadou et Ngololoko. Le projet de budget 2012 s'élève à plus de 430 millions de francs CFA. Dans les 6 prochains mois, nous pourrons bénéficier de l'appui de l'AFD, l'Agence française de développement. Le conseil d'administration a en outre formulé 3 importantes recommandations, à savoir poursuivre les activités de riziculture, de maraîchage et d'élevage à cycle court, tout en mettant un accent particulier sur les aménagements et pastoraux et la lutte contre la désertification. Nous poursuivons avec ce communiqué officiel du ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales qui a l'honneur d'informer la population que l'arrivée du premier avion transportant les pèlerins de la filière gouvernementale initialement prévue pour ce dimanche 12 novembre 2011 est reportée au lundi 13 novembre 2011 à 6 h du matin. Le ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales invite en conséquence les services chargés de l'accueil, santé et police nationale à prendre les dispositions habituelles. Avec ce report, les dates d'arrivée des 2 derniers avions de la filière gouvernementale feront l'objet d'affichage à la maison du Hadj et de communiqués à la télévision et à la radio. Le ministre de l'Administration territoriale des collectivités locales rappelle par ailleurs
que l'accueil des pèlerins aura lieu à la maison du Hadj et que les dates de restitution des bagages seront affichées et diffusées sur les antennes de l'ORTM. Journée porte ouverte au Centre régional de recherche du Ségou Sizagnono, présidé par le chef de l'exécutif régional. Cette journée a été marquée par des visites et des échanges partenariaux sur la riziculture et l'agriculture. Le compte-rendu de Améguéré Ogubaradoula. Ils étaient environ 200 responsables d'organisations paysannes, de chambres consulaires, du comité régional d'utilisateurs des résultats de la recherche, des partenaires, services techniques, à prendre part à cette journée porte ouverte 2011 du Centre régional de la recherche agronomique de Ségou Sizagnono. La porte ouverte de Kogoni nous offre l'occasion non seulement de montrer au monde rural, aux paysans en particulier de la zone de Fine Niger, ce que nous savons faire, ce que nous avons eu comme résultat, mais aussi de faire en sorte qu'ils les appliquent dans leurs champs, qu'ils les appliquent dans leurs ateliers. Station créée depuis 1947, elle a articulé ses recherches sur le coton irrigué puis sur le riz. Kogoni a d'énormes potentialités de nos jours. Actuellement, nous sommes en train de réexploiter ces potentialités pour transformer cette potentialité en réalité, non seulement sur le riz, le maraîchage, mais également les tubercules et les tomates. La visite de la vitrine où l'image de la recherche est composée d'environ 10 variétés de riz en test. La seconde étape aura été les parcelles de semences améliorées, de sorgho guérécan ou gadiaga, l'équipement et l'exposition des différents types de riz. La station de Kogoni sera érigée bientôt en un centre de formation des paysans à l'application des innovations techniques, mais aussi un centre de production sémencière pour l'Afrique entière. En 5e région, célébration jeudi dernier à Dandoli de la journée dédiée à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans les communes du cercle de Bandiagara. Démonstration de recettes culinaires locales, conférences, débats ont été les temps forts de cette journée initiée par Action Promotion Humaine APH sur financement de la Commission européenne de Mopti, le compte-rendu de Mahamar Ibrahim Touré. Cette journée de plaidoyer au niveau communal incitera à la prise en compte des actions de nutrition dans les plans et programmes de développement des communes et la vulgarisation des recettes locales testées. C'est pourquoi APH a élaboré le guide des recettes culinaires sur le financement de la Commission européenne, Christian Aid et la Fondation Ensemble. Il contient 22 recettes et vise à les vulgariser au niveau du cercle de Bandiagara afin d'aider à améliorer l'état nutritionnel des enfants dans la localité. La conférence sur le thème sécurité alimentaire et nutrition, animée par Mamadou Tangara, chargé des étudiances à APH, a été soutenue par 6 recettes à base d'aliments locaux dégustés. L'organisation de la journée communale de la sécurité alimentaire à Dandoli fait suite à une série de renforcements des capacités institutionnelles des structures communales dans le cadre de la mise en œuvre du projet déjà entamé dans 7 autres communes, Kende, Mietumu, Ondougou, Ségué-Iré, Wadouba, Soroli et Pelou. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est la base de la survie, de la santé, ainsi que de la croissance. Le sens que nous donnons à cet événement, c'est de voir comment aider les conseils communaux à prendre en compte l'aspect sécurité alimentaire et malnutrition. On voudrait que les conseils communaux prennent cela en compte dans leur PDSEC en termes de sensibilisation, mais aussi en termes de budgétisation, etc. La journée communale de la sécurité alimentaire à Dandoli a été agrémentée par la troupe folklorique et les femmes. Ouverture ici dans le district de Bamako d'une unité de transformation du coton en tissu indigo 100% naturel. Elle est l'œuvre d'un artiste plasticien spécialisé dans le domaine des textiles. Installé à Korofina Sud, il nous montre les différentes étapes de la transformation du coton graine jusqu'au produit fini. Le reportage de Fademba Keita. Cet atelier est l'initiative concrétisée d'un de nos compatriotes. Un créateur textile auparavant installé en France et qui a décidé de revenir au Bercail pour exercer ce métier. Il a voulu dans un pays où évoluent d'éminents teinturiers. Une motivation qui pousse Aboubakar Fofana à œuvrer dans la transformation de la fibre souveraine du Mali, qu'est le coton. Dans cet atelier, la transformation commence en fait dès le départ par le coton graine.
qu'on égrène. Ensuite, ce coton est cardé, filé, et à partir du fil, donc nous faisons différentes interventions, le tissage. Et donc le tissage, avant le tissage, le fil aussi peut être teint. Donc dans une teinture qui a aussi un patrimoine immatériel qui est l'indigo 100% naturel. Faire de l'indigo, c'est faire un élevage de bactéries. Et ce sont ces bactéries qui, par réaction à l'oxygène de l'air, vont vous donner cette couleur magnifique qui sont les différentes nuances de bleu. Les produits fabriqués de façon authentique par une équipe de 8 personnes sont des accessoires de mode et textiles d'ameublement. Les bandes de cotonnade traditionnelles, cousument, finiment. Donc ça, c'est des poils de chameau entièrement tissés ici. Aussi des petits accessoires, bien sûr le textile de maison, coussins. Et ce qui est important, c'est que nous contrôlons tout le procédé de cette chaîne textile, de la filature jusqu'au produit fini, et surtout que nous gardons la valeur ajoutée dans le pays. Une telle inspiration devra contribuer à la revalorisation du coton malien. Les produits du créateur sont vendus aux États-Unis et en Europe. Son ambition, c'est de faire apprécier les mêmes œuvres par les Maliens. Zalihatou Maïga est la plus belle fille du district de Bamako. L'étudiante de 21 ans représentera avec ses 2 dauphines, Rokia Sangaré et Oumou Makalou, la ville des Trois Caïmans à la finale de la nuit ORTM prévue le 3 décembre prochain. Les 3 plus belles Miss de Bamako ont été choisies parmi 23 candidates. Retour sur les temps forts de cet événement avec Adam Sissoko. 38 points. Oui, Miss Bamako, le numéro 3, Zalihatou Maïga. Numéro 3. Miss Bamako. C'est désormais elle qui incarne le symbole de la beauté de la capitale malienne. À 21 ans, Zalihatou Maïga mesure 1,76 m, pèse 50 kg et étudie l'anglais à la flash. Avec Rokia Sangaré et Oumou Makalou, respectivement première et deuxième dauphine, elle va représenter les couleurs de Bamako à la finale de la nuit ORTM prévue pour le 3 décembre prochain. Au-delà même de sa beauté naturelle, la Miss de la ville des Trois Caïmans s'est faite aussi remarquer grâce à son éloquence parmi 23 candidates. J'aimerais devenir styliste pour mettre la capacité et la créativité de la femme africaine, spécialement de la femme malienne. Les lauréates partagent ainsi la somme d'1 million de francs CFA avec plusieurs autres cadeaux offerts par les sponsors de l'événement. Je crois que du moment où on m'a posé cette couronne sur la tête, je suis plus que prête. Si dans cette salle j'ai pu parler, je ne vois pas ce qui m'empêcherait de le faire ailleurs. Le public bamakois a massivement répondu à ce rendez-vous annuel de la télévision nationale du Mali. Même si beaucoup donnaient leur candidate comme favori, le choix du jury a été moins contesté. Cette soirée de présélection, transmise en direct sur la chaîne 2, a aussi été agrémentée par une foule d'artistes acquis à la cause des Miss. L'élection Miss des Nuits ORTM continue dans les capitales régionales du Mali, en France et aux États-Unis. Le syndicat de l'ORTM prévoit cette année un véhicule et beaucoup d'autres merveilleuses surprises pour la gagnante 2011. Zalihatou Maïga est donc la Miss Bamako. Elle a comme dauphine Rokia Sangaré et Oumou Makalou. Du côté de la France, c'est Rokia Kamara, 18 ans, étudiante en bac pro santé, qui représentera la diaspora malienne au Nuit ORTM, une soirée culturelle riche en couleurs qui a vu défiler tous les groupes ethniques du Mali. Du côté de la France, le commentaire de Abouakar Maïga. En région parisienne, on connaît d'ores et déjà les noms de celle qui va représenter les Maliens de France au Nuit ORTM. Il s'agit de mademoiselle Rokia Kamara. Elle a 18 ans et est étudiante en bac pro santé en France. La gagnante a un projet. Elle ambitionne de regrouper des jeunes dans les domaines du social et de la santé. Le public parisien enthousiaste venu à cette fête de la beauté malienne a été surtout ému par le discours de la gagnante. Un discours qui a fait voir le dynamisme et l'ambition de la jeune fille. La sélection Miss Mali en France, c'est aussi un défilé avec des tenues vestimentaires rappelant les différents groupes ethniques maliens en compétition. Mademoiselle Rokia Kamara, 18 ans, est donc retenue pour participer à la grande fête des nuits ORTM prévue pour le 3 décembre prochain à Bamako. Pour les Maliens de France, cet événement est très important car il permet à la jeunesse d'assurer sa double appartenance culturelle, malienne et française.
Voilà, c'était donc là les représentantes de Bamako et de la diaspora malienne en France. Dans les jours à venir, nous verrons les candidates des régions du Mali. Sport tennis, la 33e édition du championnat national a pris fin hier après-midi par la finale simple messieurs. Draman Bagayoko a battu Batiekoro Keita 6-4, 4-6, 6-3. Il devient ainsi le tout nouveau champion du Mali de tennis pour la première fois. Compte rendu, Ousmane Daou. Le ton de cette finale a été donné par le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Mouriké Traoré, et Mohamed Oumar Traoré, président de la Fédération malienne de tennis, juste après place aux deux finalistes. Habitué des podiums depuis un certain nombre d'années, Batiekoro Keita est face à Draman Bakayoko, son partenaire en double. Le premier set est âprement disputé entre deux joueurs qui se connaissent parfaitement avec des scores serrés. Finalement, Draman Bakayoko l'emporte 6-4 sur un revers gagnant. Au deuxième set, Batiekoro change de style avec un service assuré, des montées au filet, ajouté au coup droit, ce qui lui permet de s'imposer 6-4. Le troisième et dernier set est dominé de main de maître par Draman Bakayoko, même si souvent Batiekoro sonne la révolte avec des échanges nourris pour tenter de revenir, mais Draman Bakayoko garde sa sérénité pour l'emporter 6-3 et devient du coup champion du Mali 2011 pour la première fois. Cette finale s'est très bien déroulée avec un très bon état d'esprit. Nous avons vu des jeunes engagés. On a vu des niveaux techniques appréciables. Les marches de progression sont là, mais il faudra beaucoup travailler encore. Et dans l'ensemble, c'était un bon match. Que pensez-vous de l'état actuel du tennis? Je crois qu'il y a beaucoup de progrès. D'abord, il y a une augmentation des infrastructures, ce qui est une bonne chose. Il y a une dynamique également d'encadrement, de mobilisation des jeunes autour de cette discipline. Et je crois que ça, c'est deux facteurs qui vont permettre l'essor du tennis. Et de plus en plus, les jeunes garçons et les jeunes filles s'y intéressent. Je crois que c'est une bonne chose. Depuis 2000, la Fédération malienne de tennis est sur un programme de développement. Et maintenant, on est en train de constater les résultats. Donc je ne peux que leur souhaiter bonne chance et quand même pour leur dire que l'appui du département ne fera pas défaut dans la mesure où elle s'améliore tous les jours, cette fédération. Au cours de cette 33e édition du championnat national de lawn tennis, les vainqueurs des 15 catégories ont été tous récompensés avec des équipements de tennis. Quant au champion Draman Bagayoko, il a reçu 300 000 francs CFA. Le finaliste malheureux, Batiekoro Keita, 200 000 francs CFA. Des efforts ont été faits, mais le tennis doit être encore plus vulgarisé pour son développement au Mali. Sport basketball, les finales de la Coupe IMPS au niveau des juniors se sont jouées hier samedi dans le pavillon du stade Modibo Keïta en collaboration avec la Ligue du district de Bamako. Ces finales ont opposé en filles le Djoliba à l'AS Commune 3 et chez les garçons face au Kano AS Real. Victoire du Djoliba sur la Commune 3, 61-46 et le Real gagne sur face au Kano 47-63. Le reportage de Assa Soumari. L'Institut national de prévoyance sociale, INPS, a renoué avec la tradition, c'est-à-dire ses finales au niveau des juniors. Deux belles affiches dans la très grande sportivité. Après le coup d'envoi symbolique du directeur général adjoint de l'INPS, Aboubakar Sidiki Ndiaye, la première finale a mis aux prises les filles du Djoliba, habillées dans leur traditionnelle tenue rouge et leurs homologues de la commune 3. Le Djoliba, dans une plus grande disposition technique, a pris le match à son compte, dominant son adversaire aux 10 premières minutes, 24-12, avant d'atteindre la pause avec un écart de 12 points, 39-27. Après les vestiaires, le communal commence à réduire le score grâce à Djefarima Diawara qui marque l'essentiel des points de son équipe. Mais les rouges s'imposent encore sans faire de détails et bouclent ce troisième quart 51-42. Les tentatives de la commune 3 à revenir au score restent vaines dans cette dernière partie du match. Les juniors Djolibis vont gérer la situation en enlevant le gain de la partie 61-46. Le partenariat INPS League est toujours au beau fixe. Le sens pour nous, c'est la promotion. Parce qu'en fait, nous pensons qu'en sponsorisant les juniors, on prépare le futur. Et vous avez remarqué ces derniers temps, nous sommes en train de faire de grands progrès dans le domaine du basketball. Donc il faut toujours assurer le futur. Donc
l'INPS en tout cas est toujours prêt à accompagner la Ligue de basketball dans ce sens-là pour qu'il y ait toujours la promotion au niveau du basketball. L'autre finale, Faso Kanou de Bleu Vêtu et AS Real, a tenu le public en haleine. C'est Faso Kanou qui ouvre le score en menant 4-0, mais quand les Scorpions se retrouvent, ils prennent le match à leur portée et mènent le premier quart-temps 18-14. Les Noirs et Blancs très forts ne baissent pas de régime et vont continuer sur leur lancée jusqu'au coup de sifflet final. Mi-temps 38-28, troisième quart 50-38 et Faso Kanou s'incline au dernier acte 47-63. Le Djoliba Filles et l'AS Real Garçons sont détenteurs de la coupe INPS, plus 250 000 francs CFA chacun, tandis que les vaincus, AS Commune 3 et Faso Kanou, empochent chacun 150 000 francs CFA. Après ce journal, vous pourrez suivre un documentaire consacré aux 50 ans du Mali indépendant, intitulé Solidarité, harmonie et paix au cœur, l'œuvre de deux réalisateurs, l'un japonais Masaiko Sohimi et l'autre malien Halawahi Touré. Un regard croisé sur l'histoire récente du Mali en faveur du cinquantenaire, 52 minutes d'images inédites pour l'édification des généralités futures sur un Mali qui a tenu, qui tient et qui tiendra grâce à des ficelles invisibles. C'est donc juste après cette édition. Demain, 10h-13h, vous serez en compagnie de Sira Bachili, Nyanya Alou Traoré pour les éditions du soir. Merci et bonne suite de nos programmes.